Kamal, chef de service de dermatologie de CHU Mohamed VI de Marrakech, past président de la Société marocaine de dermatologie pédiatrique et président de la Société marocaine de dermatologie. Donc, j'ai l'honneur de participer avec vous par cette présentation sur la dermatite atopique. Donc, c'est une dermatose inflammatoire chronique. Les prévalences européennes varient de 10 à 20%, avec gradient nord-sud. Donc, les plus grandes prévalences se trouvent dans les pays scandinaves. Dans les pays de Maghreb, on note une augmentation de la prévalence de la dermatite atopique. Pour vérifier cette donnée, donc, on a réalisé un travail dans le service de dermatologie du CH, donc notre service à Marrakech, donc, par une étude transversale à visée descriptive et analytique, réalisée entre novembre 2014 et 2015, et on a trouvé donc une prévalence de 6,75%. Et cette étude a également été effectuée dans d'autres villes du Maroc, notamment Bni Mellal, Ouarzazate, Khouribga. On a trouvé une prévalence qui varie entre 6 et 7%. Donc, le diagnostic de dermatite atopique est un diagnostic clinique. Il y a plusieurs critères de diagnostic qui ont été établis. Ils ont surtout un rôle important dans le recrutement des malades et dans l'homogénéisation des travaux scientifiques. Les plus anciens, ce sont les critères de Hanifin et Rajka, qui a donc établi des critères majeurs et des critères mineurs. Donc, le prurite avec la topographie et aspect suggestif de dermatite atopique qu'on va voir par la suite, l'évolution chronique, les antécédents personnels ou familiaux d'atopie, et également, donc, il y en a plusieurs critères mineurs qu'on va voir avec certains diapositifs par la suite. Ces critères, ils ont été révisés par donc, un groupe de travail Grande-Bretagne et qui a été simplifié un petit peu avec un seul critère obligatoire qui est la dermatose prurigineuse, où les parents rapportent donc que l'enfant se grade donc sur le prurite, qui est un élément essentiel, avec d'autres critères, notamment les antécédents personnels et la topographie des lésions. Oui, donc, ces critères également, ils ont été travaillés par une autre équipe française, donc, qui ont essayé des critères majeurs, toujours le prurite, une dermatose prurigineuse récurrente chronique, et également donc l'atteinte sémiologique qu'on va voir par la suite. Les Américains également, ils ont leurs propres critères diagnostiques, mais en général, on a les mêmes signes cliniques, et ces signes cliniques qu'on va voir tout de suite. Donc, le diagnostic positif, c'est les lésions, c'est en fonction de l'âge. La dermatite atopique commence en général précocement, donc 60 à 70% avant l'âge de 6 mois, et donc 34% avant l'âge de 3 mois. Un début précoce, c'est un facteur de sévérité de la dermatite atopique. Donc, chez enfants, ces nourrissons, les lésions siègent électivement au niveau des régions, donc des zones convexes, au niveau du cuir chevelu, au niveau des phases d'extension des membres. Et vous voyez ces images, donc ces enfants qui ont ces lésions au niveau des joues. Vous voyez ici, au niveau des membres. Voilà donc d'autres images qui montrent cet aspect donc des lésions érythématosquameuses, parfois au stade, ça dépend du stade de la maladie. On voit ici un érythème avec des vésicules, donc les régions, les joues, le front. Après l'âge de 2 ans, donc on a les lésions changent de topographie. On a surtout l'atteinte des plis. Vous voyez ici l'atteinte des plis du coude. On voit également des lésions d'eczéma chronique. Et on voit ces taches donc blanches, c'est des macules blanchâtres, qu'on appelle des eczématites. Donc vous voyez ici des lésions au niveau des creux poplités, des eczématites. Il peut y avoir l'association à l'ichthyose. D'autres, donc, des critères mineurs qui ont été décrits. Donc, on a ce double pli saut-palpébral, donc on appelle le signe de Denny Morgan. On peut trouver également une pigmentation périorbitaire. On a la langue plicaturée. On a des lésions de kératose pilaire, c'est papule kératosique. Et également, on peut trouver un dermographisme particulier, un dermographisme blanc.
En général, la dermatite atopique, en général, disparaît dans 50% des cas pendant la petite enfance, mais ça peut persister chez l'adolescent et l'adulte. Et à ce moment-là, la présentation clinique, elle est différente. Donc, on voit des lésions de lichenification, on voit ici, ou des lésions de grattage, de prurigo. La topographie également change avec une atteinte au niveau du visage, au niveau des plis du cou, au niveau des mains, du coude. Donc, un aspect de lichenification. Vous voyez les lésions de grattage avec une xérose très importante et parfois des surinfections avec ici, vous voyez des bulles, faisant parfois le diagnostic de différentiel avec une dermatose bulleuse prurigineuse. Chez cet enfant, on a fait une biopsie avec IFD et qui a montré que c'est une dermatite atopique. Donc, cette étude, donc, il y avait 2 examinateurs qui ont évalué toutes les études publiées donc dans les différentes bases scientifiques. Donc, ça a concerné 101 études. Ils ont permis comme signe clinique majeur le prurite, la lichenification et la xérose comme les caractéristiques les plus prévalentes. Dans cette même étude, donc c'est la même publication, ils ont donc trouvé qu'il y a les présentations cliniques diffèrent selon les ethnies, donc on ne va pas entrer dans les détails. En fonction des ethnies, donc il y en avait des signes différents. Une fois le diagnostic de dermatite atopique confirmé, il faut donc évaluer la gravité de la dermatite atopique. Et c'est pour cela donc on a établi des scores de sévérité. Donc vous avez le SCORAD, c'est téléchargeable. Ça, donc c'est l'étendue des lésions pour la mesure des surfaces brûlées. Vous avez l'intensité donc également de l'érythème, de l'œdème, de l'excoriation, et vous avez le prurite et le sommeil. Tout ça, c'est des valeurs qu'on donne, et puis on calcule le score selon il y a cette règle, donc 1 A sur 5, B plus 2, et donc, lorsqu'on est devant un score inférieur à 15, on est devant des dermatites atopiques légères, entre 15 et 40 modérés, et plus de 40 ou plus de 50, c'est dermatite atopique sévère. Bien sûr, ça a un intérêt thérapeutique. Il y avait d'autres scores qui ont été utilisés, le score de EASI, comme pour le psoriasis. Là, donc, le psoriasis, on a le PASI, ici, c'est le EASI, Eczema Area Severity Index. Donc, la même chose, c'est des calculs qu'il faut faire pour adapter le traitement. Il y a d'autres scores, mais qui ne sont pas très valides. Donc, c'est le score de sévérité IGA. Donc, ça dépend de l'investigateur, Global Assessment. Et puis, il y a, à côté de l'atteinte, il y a également l'impact, soit sur la famille. Donc là, c'est un questionnaire pour la famille des enfants moins de 3 ans, ou bien pour les enfants. Donc là, c'est des questionnaires pour la famille pour voir l'impact de la dermatite atopique. Et là, c'est pour les enfants. Donc, c'est un score de DLQU adapté aux enfants. Les complications, donc la dermatite atopique, vous voyez que ça peut se généraliser donnant un tableau d'érythrodermie, comme le cas de chez son enfant. Il peut y avoir la surinfection, vous voyez, l'impétigénisation. Et bien sûr, la surinfection la plus fréquente et la plus grave, c'est la surinfection par l'herpès virus, donnant le syndrome de Kaposi-Gillisberg. Les surinfections par le molluscum contagiosum. Donc, la dermatite atopique, en général, c'est une maladie qui évolue par poussée. Il disparaît à l'âge de 2 ans dans 50% des cas, mais peut persister à l'âge adulte dans 10 à 20% des cas. Il peut se compliquer d'une atteinte respiratoire, type d'asthme ou de rhinite dans 40% des cas. L'exploration allergologique qui n'est pas obligatoire, le diagnostic et les cliniques. On fait une exploration allergologique lorsqu'il y a des éléments qui orientent vers une allergie alimentaire ou lorsqu'il y a des signes respiratoires. À ce moment-là, on fait donc les IgE spécifiques, les pliques tests, et parfois les patch tests lorsqu'il y a des sensibilisations ou des zones qui ne sont pas en général atteintes dans le cadre de la dermatite atopique. Donc, dans les actualités, donc, lorsque je suis en train de préparer ce topo, cette publication concerne donc cette étude qui concerne 50%, tous ce sont des enfants, hein, et qui a montré qu'il y a une relation entre un taux bas de la vitamine D et la dermatite atopique sévère. Mais dans cette étude, il n'y a pas de groupe témoin, et c'est un biais de cette étude. Il y a également cette étude qui montre là, il y avait un groupe témoin, étude espagnole, qui a montré sur une étude prospective sur 239 enfants âgés de moins de 14 ans
qu'il y a donc un problème d'IMC élevé et également de dosage de lipides augmenté. Et ça, on les voit actuellement dans les dermatoses inflammatoires chroniques, comme le cas du psoriasis. Le diagnostic différentiel, bien sûr, c'est en fonction de l'âge et en fonction de la topographie des lésions. Donc, pour arriver au traitement, il y a deux traitements, le traitement curatif. Le traitement préventif, il y a également la prévention primaire et ça concerne les femmes enceintes ayant un antécédent de dermatite atopique, les enfants à risque de dermatite atopique avant toute manifestation clinique lorsqu'il y a des cas familiaux de dermatite atopique. Donc là, pour la prévention primaire, les recommandations actuelles conseillent de s'abstenir de toute manipulation diététique chez la femme gestante, parce qu'à certains moments, donc, il y avait des régimes pour les femmes pendant la période de gestation. Pour l'allaitement maternel, les dernières études publiées semblent montrer qu'il n'y a pas d'influence de l'allaitement sur la survenue de la dermatite atopique. Pour la diversification alimentaire, on recommande de diversifier prudemment et seulement après 6 mois. Le rôle préventif des probiotiques chez des enfants à risque, il y a beaucoup de papiers qui ont apparu récemment sur le rôle préventif des probiotiques, on va voir quelques-uns, et l'éviction des allergènes, ça reste contradictoire. Donc, pour la prévention primaire, il y avait cette publication qui donc, met l'accent sur le fait de restaurer très précocement la barrière cutanée par l'application des émollients chez les nouveau-nés, n'ayant pas encore développé de DA, mais à haut risque atopique, réduit 50% le risque relatif de développer une dermatite atopique. Donc, on arrive au traitement curatif. Donc, l'objectif de traitement, c'est réduire l'inflammation et le prurite. Les dermocorticoïdes sont l'arme qu'on utilise, qu'on utilise dans le traitement des poussées. Mais la dermatite atopique est une maladie qui évolue par poussée. Il faut également instaurer un traitement en entretien. Et ce traitement, c'est surtout à base d'émollients. Parfois des dermocorticoïdes en fonction des cas. Vous connaissez les effets secondaires des corticoïdes, donc l'atrophie, la dermite périorale, les risques d'infection. Donc, c'est pour cela qu'il y a des précautions d'utilisation de ces dermocorticoïdes. Il ne faut pas les utiliser sur des surfaces importantes. Il faut contrôler les quantités utilisées. Et bien sûr, il faut éduquer les parents des enfants parce que chaque fois qu'ils font des poussées, ils commencent à utiliser les corticoïdes à tort et à travers. Il y a les inhibiteurs de calcineurin, le tacrolimus et le pimicrolimus. Ils sont utilisés après l'âge de 2 ans. Leur indication, c'est la dermatite atopique modérée à sévère et en cas d'échec ou de contre-indication dermocorticoïde. L'éducation thérapeutique est un volet très important dans la prise en charge de la dermatite atopique. Il faut lutter contre la xérose cutanée. Et bien sûr, là, c'est l'intérêt de l'application des émollients. Il faut éviter l'exposition au tabac, maintenir la température fraîche dans la chambre, attention à l'herpès pour éviter la surinfection herpétique, lutter contre les acariens pour éviter le développement de l'asthme. La vaccination, bien sûr, doit être normale et également l'allaitement maternel. Donc, je passe sur... Donc, pour le rôle des émollients, donc, cette revue systématique a pris en compte 77 publications sur les émollients portant sur 6603 patients. Donc, il y avait des études comparatives. Et la conclusion la plus importante, c'est que l'utilisation des émollients par rapport à leur non-utilisation améliore le SCORAD, donc le score de gravité de la dermatite atopique, de 2,42 en moyenne. Et il permet également de diminuer l'utilisation de dermocorticoïdes. Donc, il y a également cette étude donc, sur le produit en question, le produit de Bayer, qui est l'objet du symposium, donc le bébentin sensicalme, qui a été comparé à un émollient classique et un groupe non traité. Donc, il y avait 3 bras avec un traitement de 28 jours, 2 fois par jour. Et on a trouvé que donc, le produit le bébentin sensicalme et le comparateur ont montré un effet significatif dans la réduction du SCORAD local, dans la perte insensible ou non, dans l'érythème, l'hydratation cutanée et le prurite. Et l'avantage, c'est que le bépantène SCORAD était également supérieur au comparateur, surtout dans la réduction de l'intensité du prurite, qui est un élément important comme signe fonctionnel dans la dermatite atopique. Il y avait également cette étude comparant donc bépantène sensicalme à l'hydrocortisone et un groupe non traité.
On a trouvé donc que les deux produits, donc le dermocorticoïde, l'hydrocortisone et bepanthen sont si calmes, ils ont une efficacité significative sur les différents paramètres de la dermatite atopique, donc à savoir l'intensité de prurite, l'irritant. Donc pour les probiotiques, donc, il y avait cette étude publiée en 2018 sur une cohorte de 50 enfants de 4 à 17 ans qui ont une dermatite atopique d'intensité modérée. Tous avaient le même régime alimentaire et le même traitement standard. Ils ont donné un groupe, ils ont donné des probiotiques et un groupe n'a pas reçu de probiotiques. Le probiotique a été donné, donc, envoyé dans l'institution et on a jugé. Les critères de jugement, c'était l'évolution du SCORAD et le nombre de jours où le dermocorticoïde ont été nécessaires du fait du poussé d'eczéma. Donc, pour le groupe probiotique, il y avait 96 des enfants qui ont été traités, amélioré le SCORAD moyen, passant après 3 mois en dessous de 10. La réduction, elle était de 83%. Pour le groupe placebo, il y avait une amélioration de 24%. Donc, il y avait une différence significative. Il y avait donc cette revue de la littérature concernant le rôle de probiotiques dans le traitement préventif et le traitement curatif, mais c'est des études quand même, il faut donc, sur le plan méthodologique, il y a sont des études critiquables. Maintenant, pour les formes sévères, donc il y avait cette évaluation de la pratique médicale des pédiatres et des dermatologues pédiatres sur les formes sévères. Donc, c'est des pédiatres qui travaillent aux États-Unis et au Canada. Vous voyez le profil des médecins ici. Donc, c'est des médecins avec une grande expérience. Et pour leur traitement, donc, ils ont précisé le choix de traitement. Ce sont les mêmes médicaments qu'on utilise en général dans les formes sévères. Vous avez l'azathioprine, la cyclosporine, le méthotrexate, le mycophénolate mofetil et les corticoïdes par voie orale. Mais en général, on les utilise pour lorsqu'on est devant une poussée très sévère. Mais actuellement, avec l'arrivée de la biothérapie, donc le dupilumab, qui a eu donc l'AMM pour le traitement de la dermatite sévère chez les enfants de plus de 2 ans, et donc actuellement, c'est le traitement de première intention dans ces formes sévères. Et là, comme effet secondaire, surtout les conjonctivites qui posent un problème pour ces enfants. Il y a d'autres biothérapies qui sont en cours en phase 2 et phase 3. Donc, ça, c'est l'ère de la biothérapie pour toutes les dermatoses inflammatoires. Après le psoriasis, on a la dermatite atopique. Et également, il y a des actualités thérapeutiques concernant les traitements topiques. Il y a donc l'inhibiteur de la phosphodiesterase 4. Donc, ça, c'est un médicament qui vient d'être commercialisé. Il a été approuvé par FDA. Crisaborol. Il y a d'autres médicaments anti-JAK sous forme topique et même des anti-JAK par voie orale qui sont donc en train d'être développés. Donc, voici le crisaborol. Donc là, c'est une étude qui a montré que c'est plus efficace que les dermocorticoïdes et qui est aussi efficace que le tacrolimus. Donc, là, c'est l'actualisation de la prise en charge de la dermatite atopique. Donc, ça date de 2020 par Task Force. Donc, c'est le groupe qui travaille sur la dermatite atopique. Donc, l'éducation thérapeutique, les émollients sont des éléments importants, des éléments de base. Et en fonction de la gravité de la dermatite atopique et en fonction du SCORAD, donc les corticoïdes, les inhibiteurs de calcinurine, et puis ça, donc le crisaborol a été introduit dans ce schéma thérapeutique. Pour les formes modérées, on ajoute donc la photothérapie, et puis pour les formes sévères, vous avez dupilumab. Et lorsqu'il n'y a, parce que jusqu'à maintenant, c'est pour les enfants de plus de 2 ans, on peut utiliser des traitements donc par les immunosuppresseurs, la cyclosporine, méthotrexate, azathioprine, ou mycophénolate mofetil. Là, vous voyez que parmi ces traitements qu'on utilise, surtout dans les formes modérées, qui sont les formes les plus fréquentes, parfois, lorsque ça ne marche pas avec les dermocorticoïdes et les inhibiteurs calciques, on utilise le weight wrap thérapie. Donc, c'est l'utilisation de ces produits, mais sous forme de bandage. C'est l'effet occlusif. Donc, on utilise soit les dermocorticoïdes sur des surfaces atteintes sous forme de bandage. C'est l'effet occlusif. Ça améliore et ça permet parfois de
donc d'éviter le passage de traitement systémique. Voilà, donc j'arrive à la fin pour vous dire que la dermatite atopique est une dermatose inflammatoire chronique qui a un impact important sur la qualité de vie des enfants et des familles des enfants. Il y a donc la prévention primaire, surtout pour les enfants à risque. L'éducation thérapeutique est la clé du diagnostic. Les dermocorticoïdes restent une arme qu'il faut respecter les règles d'utilisation. Les émollients, ils ont un rôle important dans la prévention des poussées. Et bien sûr, il y a des avancées thérapeutiques qui peuvent changer notre pratique d'ici quelques années dans l'avenir. Et je vous remercie de votre attention.